Pensez par exemple à Jack l'Éventreur. Entre la troisième et la quatrième victime, il s'est passé peut-être 2 heures. Même pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nuit, c'est un individu qui a, semble-t-il, échoué sur la troisième, ou du moins il n'a pas, pour être plus exact, eu assez de temps pour faire ce qu'il voulait faire, a priori. Et donc s'en est pris à une quatrième dans la même nuit pour faire en gros ce qu'il voulait faire. Bon. Donc on peut avoir une nuit d'accalmie très courte, sans y voir une scène de crime unique, un tueur de masse où il tue plusieurs victimes en un seul moment, des choses comme ça, comme vous, voilà, vous arrosez avec votre Kalachnikov le 13 novembre des gens sur un café, où là vous avez plusieurs victimes en un trait de temps continu, ça on comprend tous, tueurs de masse, acte terroriste, ok. Mais imaginons qu'il y en ait un qui fasse ça voilà, lors d'un café, qu'il fasse 2 heures après une autre chose, s'il s'agit bien d'un tueur en série, ben, la veille d'accalmie elle est suffisante pour le caractériser. Ce qu'on ne veut pas, c'est un tueur de masse, c'est-à-dire quelque chose qui se soit vraiment fait au même moment, dans un trait en tout cas extrêmement proche de temps. Dans la minute qui a suivi. Dans ce cas-là, ça ne peut pas être un tueur en série. Il faut forcément une période d'accalmie véritable, mais qui peut être limitée à 1 ou 2 heures. Oui, tout à fait. C'est l'exemple de Mohamed Merah dont on a déjà parlé. Je te renvoie sur YouTube voilà, pour quelques commentaires. Voilà. Un tueur en série devenu terroriste, plus exactement. Alors, donc, le meurtre en série est constitué par un ou plusieurs individus. Donc, c'est bien de rappeler que ce n'est pas forcément un. On peut avoir des co-auteurs, des complices, donc ça c'est précis. Commettre au moins un homicide ou un second homicide, sans relation donc avec la victime. Il faut-il préciser en fait que quand on dit sans relation, c'est pas une relation forcément intime ou vécue, ou voilà. Bon. Néanmoins, je reconnais qu'un type comme Landru, qui est vraiment un cas passionnant, dont j'avais à l'époque retiré toutes les informations du dossier d'archives du musée de la préfecture de police de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même 2 endroits incontournables sur Paris en termes de documentation. La bibliothèque Bilipo, que je vous renvoie vraiment ardemment. Bilipo, B-I-L-I-P-O, regardez ça sur Internet, c'est la plus grande bibliothèque de faits divers et de criminologie sur Paris. C'est d'ailleurs la seule en France, à ma connaissance, de cette envergure ou aussi spécialisée que cela. Vous y retrouverez absolument tous les ouvrages français, mais également donc, quelques ouvrages anglo-saxons, qu'ils soient scientifiques ou romancés. Parce que vraiment, c'est quand on dit fait divers, on imagine que c'est dans la réalité que dans la fiction. Donc je vous y renvoie. Et le musée de la préfecture de police de Paris, qui est quand même un lieu peut-être plus petit, plus convivial, plus familial, à échelle humaine, mais qui comprend quand même l'historique très illustré de la pénologie, d'affaires criminelles ou de grandes affaires donc de début du siècle, du milieu du siècle. En tout cas, tout ce qui a jalonné la criminologie pénitentiaire et judiciaire française. Et donc, le dossier de Landru est complet là-bas. On a vraiment toutes les archives du procès en particulier. Et donc, je m'étais beaucoup nourri de cela à l'époque. Et ceci pour vous dire qu'il se peut qu'il y ait des tueurs en série qui connaissent bien leurs victimes. C'est faux de dire qu'il existe des tueurs en série qui sont systématiquement sans relation avec leurs victimes. Voilà, c'est la seule exception que je donnerai à cette définition-là. Je n'ai pas trouvé mieux en tout cas que celle-là pour vous la donner, même si j'aurais pu le préciser moi-même. Mais parce que donc Landru, c'est quand même, je ne sais plus, j'ai au moins plus d'une vingtaine de femmes, au maximum de sa vigueur, avec qui il était en relation, et sur lesquelles il répertoriait leurs qualités, leurs habitudes, leurs manières, différentes choses qui caractérisaient chacune d'entre elles, un peu comme des fiches types d'une personne, un peu comme si vous faisiez un CV, voilà, il remplit son CV tranquillement, voilà, je l'ai rencontré, qu'est-ce qu'elle m'a dit, blablabla. Et donc, il est vraiment un don Juan, tueur en série, qui en vient à connaître chacune de ses victimes avant de les tuer. Donc là, on ne peut pas dire qu'il était sans relation, c'est faux. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces relations sont plutôt des rencontres de circonstances, au sens où c'est pas la famille,
Hein, c'est pas une relation de famille, c'est pas une relation même amicale, au sens je connais cette personne depuis l'enfance et j'ai nourri cette amitié. C'est quand même des personnes connues il y a peu, mais dont il va, pour certaines, entretenir le lien quand même plusieurs mois. Et donc, dans ce mois-là, on peut parler de... Voilà, parce qu'il veut à chaque fois se marier avec elle, pour que grâce à ce mariage, il obtienne tuer l'héritage de ces dames, en tout cas le maximum de biens de ces dames. Donc l'immobilier est essentiellement crapuleux chez l'anglais. C'est une sorte de confort par définition. La bagarre grave. Voilà, après qu'il y ait eu des choses sexuelles, voilà, mais en tout cas ça ne transparaît pas vraiment dans le dossier. Pour avoir cherché mille une fois, voilà, la seule chose qu'on peut dire peut-être dans la mutilation, peut-être qu'il y avait une nécrophilie mutilatoire quand il démembrait les corps et qu'il les mettait dans sa gazinière de verrouillé ou de gambais pour détruire tout ce cadavre, mutilé. Mais voilà, en dehors de ça, rien n'est évident. Alors bien sûr qu'on pourra dire, ah mais parce qu'il voulait être Don Juan, en fait il était très vigoureux sexuellement et qu'il entretenait 20 personnes à la fois. Oui, c'est possible, voire même probable. Mais les femmes, même dans les témoignages dont les proches des hommes, ne parlaient pas de relations sexuelles. C'est quelque chose d'assez tabou finalement, ou d'assez invisible dans l'histoire. Peu importe, c'était juste pour préciser la définition quand même. Et pour finir, celle-ci peut avoir une valeur symbolique, sont perçues comme ayant peu de prestige et se trouvent le plus souvent impossible de se défendre elle-même que d'alerter les autres. Oui, c'est clair que la victime, en fait, c'est assez paradoxal. D'un côté, il la désire, peut-être, en partie, mais l'essentiel se joue, à mon avis, dans une forme de haine, une forme, en tout cas, de rejet vis-à-vis d'elle. C'est tellement vrai, finalement, lorsqu'il veut faire du mal. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous pouvez bien sûr y prendre un plaisir pervers, mais c'est quand même une forme de domination pour essayer de réduire cette personne, d'humilier cette personne, de détruire cette personne. Donc on peut y voir bien sûr une destruction avec une excitation pure et simple, mais il y a quand même une dimension souvent de pouvoir exercer sur cette personne parce qu'on lui en veut, parce que quelque part elle représente même symboliquement tout ce qu'on n'aime pas, ou tout ce qu'on n'a pas aimé, ou tout ce qu'elle représente qu'on n'a pas aimé, c'est toujours pareil. Donc il y a quelque chose ici qui est flagrant. Même dans l'affaire de la joggeuse, parce que bon, on a enfin su un petit peu plus sur l'histoire, mais on démarrait sur quelque chose de plutôt organisé, puis quand on a commencé à savoir par biais d'avocats que vraiment la victime a été dégradée, donc dégradée avec pas mal d'éléments techniques ou d'identité judiciaire derrière lui. Donc c'est quelqu'un qui semble plutôt inorganisé. Donc le côté anarchique, destructif de cette histoire-là, en quelque sorte je me défoule sur cette personne, c'est qu'il n'aime pas, c'est que cette femme représente pour lui quelque chose qu'il n'aime pas. Et il veut vraiment la réduire à néant. Donc ça n'a bien sûr strictement rien à voir avec la personne aimée que vous portez haut et fort, jusqu'à éventuellement se marier ou passer votre vie avec, d'un véritable amour, ce que je vous souhaite, et que vous ne détruisez en aucune manière, évidemment, c'est le contraire. Alors, pour finir, vraiment, elles sont également souvent perçues comme ayant peu de pouvoir du fait de leur situation dans le temps, dans l'espace, de leur statut dans l'environnement immédiat, vagabond, prostituée, travailleur. Vous dites bien que vagabond, bah, c'est vrai qu'il y a une vulnérabilité sociale, mais vous dites, bon, quelque part, ça peut être vu comme des moins que rien dans la société. Pensera-t-il, bien sûr. Prostituée, voilà. Je lisais un article très sympathique quand je dis souvent sympathique, hein, qu'on se comprenne bien, c'est le côté un peu ironique, tellement ça en devient absurde parfois, ça. Sur Facebook, et je lis un truc, en venant ce matin dans le train, on avait une ribambelle de prostituées, une ligne de prostituées, c'était un pays d'Afrique, n'importe lequel. Ils étaient les pieds dans l'eau, et en gros, ils disaient, voilà, il y avait un type qui avait réussi à organiser d'un point de vue culturel, c'est-à-dire vraiment la stratégie parfois pour avoir des relations sexuelles chez certaines personnes, en disant voilà, ces prostituées donc elles font professionnelles à longueur d'année, on doit les purifier une fois par an pour qu'elles repartent avec l'espoir qu'elles soient pardonnées. Alors le type gourou du moment dit voilà, vous venez les villageois, elles ont les pieds dans l'eau, en tout cas de ce lieu est sacré, vous avez une relation avec elles et vous les purifiez.
sûr, vous les avez en relation sexuelle, de plus encore, voilà, sous prétexte de les purifier. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est juste pour dire que... oui, merci. Donc on a parfois ce type de vision, donc les travailleurs immigrés, aussi les homosexuels, parce que bien sûr socialement parfois vus comme discriminés, enfants disparus parce qu'ils sont plutôt vulnérables, femmes seules ou âgées, toujours pour les mêmes raisons de vulnérabilité qu'on comprend aisément. Voilà, je crois qu'on a fait le tour effectivement de la grande question des tueurs en série. Alors, on en revient, si vous voulez, à la diapositive 11 de notre document, maintenant. Vous avez le fameux manuel de classification du crime du FBI, Ressler, Burgess, Douglas, les anciens agents spéciaux. Un tueur en série est un criminel qui a commis au moins 3 actes et en fait 3 victimes à 3 endroits et 3 moments différents. Vous comprenez que c'est vraiment réducteur. Il faut qu'on ait dit ça. Diapositive 11. 11. Page 11. Ça va? Page 11. Donc les distinctions terminologiques, le tueur en série. Voilà. Et donc Ressler, Burgess, Douglas réduisent vraiment cette définition. Ressler, également, dans son ouvrage Chasseur de tueurs, ancien agent de l'FBI, fondateur du profilage à l'Académie Quantico, particularité du serial killer dans cette période d'académie. Oui, là il a rajouté effectivement quelque chose d'important, d'où la série, d'où les épisodes, d'où effectivement le fait qu'on attend toujours l'épisode suivant, qui sera souvent mieux ou plus intriguant que le précédent, des choses comme ça. Norris, dans son ouvrage Serial Killer, parle de cycle permettant aux tueurs de revenir à un état de normalité. Masque de normalité avant de repasser à l'acte. Oui, ça c'est très intéressant. C'est vrai. C'est-à-dire que on imagine le loup-garou, vous voyez, il y a la version loup-garou, la légende urbaine de Michael Jackson. Hein, c'est-à-dire, voilà, bah oui, il peut se transformer en loup-garou, mais il redevient Michael Jackson après. Bah, mais aussi les loups-garous, qui sont loups-garous toutes, comme je sais pas, la bête du Gévaudan, qui se terrent simplement dans ses bois, et qui ressort de temps en temps pour tuer des bergères. Bon ben oui, dans lui, effectivement, ça c'est important de le dire, c'est que le tueur en série n'est pas tout le temps loup-garou, il est loup-garou au moment de ses crimes, mais il redevient avec un masque de normalité, parfois extrêmement confondant, hein. Personne ne saurait dire qu'il est tueur en série, c'est le garçon d'à côté, c'est le type très gentil qu'on ne soupçonnait absolument rien. Et donc Norris a tout à fait raison de préciser ce point. Iké, extension de la définition de base du loose murderer, c'est-à-dire un tueur qui est plutôt dans la jouissance, avec l'idée de confort, de frisson, de luxure, à l'ensemble des agresseurs ayant tué avec préméditation au minimum 3 victimes sur un espace de temps étiré. Donc c'est vrai qu'il y a l'idée de jouissance, ça je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un grand plaisir à faire ça, un grand plaisir pervers. Je vous ai souvent parlé du petit garçon, de la petite fille qui voulait prendre à l'âge de 3 ans, 2 ans, 1 an, la petite poupée, la voiture, dans les mains de l'autre, garçon ou fille de son âge, et lorsqu'il l'a obtenu, et qu'il est content de l'avoir obtenu, et que l'autre pleure par terre, ben on peut avoir un petit rictus, un petit sourire de satisfaction, en disant, moi je m'en vais avec le jouet que je voulais, lui il n'a plus rien, et il pleure. Et on y prend un plaisir. Vous imaginez maintenant ce que ça pourrait devenir quand on est adulte et qu'on a commis un crime, hein, en série ou pas d'ailleurs. Donc c'est vrai que cette idée de jouissance peut expliquer en partie des horreurs, c'est-à-dire le fait que vraiment avec une grande froideur, on puisse faire du mal à l'autre et que le mal qu'on a occasionné à l'autre nous procure une jouissance. Voilà. Donc c'est sûr que ça peut nous amener un petit peu dans le registre plus sadique de la jouissance du tueur en série, de certains tueurs en série. Turvey, dont je vous recommande l'ouvrage magistral Introduction au profilage comportemental aux éditions académiques presse académique, nous parle du meurtre à caractère sexuel qui peut se déduire des dynamiques de la scène du crime. Par exemple, la victime est retrouvée nue sur les lieux du crime, position sexuellement explicite, par exemple jambes écarts ou fesses en évidence, ou totalement nue, insertion d'objets dans les cavités sexuelles. On a eu des parapluies avec l'affaire Calabro, on a eu les bombes aérosols avec d'autres, on a donc parfois des extincteurs, hein, les petits bien sûr, pas les gros, des choses comme ça. Sperme sur la victime ou à proximité de la scène du crime, qui donne une connotation sexuelle, comme l'affaire
inorganisé donc, de l'ouvrage Tueur en série, qui s'appelait Yannick Loisel en l'occurrence, un tueur français. Mutilation au niveau des parties sexuelles ou d'une auto-dénonciation. Mutilation au niveau des parties sexuelles ou d'une à partir d'une violation chez le sujet de ses fantasmes sexuels. Oui. Quand on dit auto-dénonciation, c'est des aveux sexuels. Hein. Il témoigne en gros de ses fantasmes sexuels. Bon. Rien à dire. Cela peut prendre en tout cas une dimension sexuelle et qu'il faut être imaginatif sur les connotations sexuelles. Par exemple, dans l'affaire de Montigny-les-Metz, on avait retrouvé 2 garçons dont le visage avait été écrasé par des cailloux près d'une voie de chemin de fer. C'est l'affaire Dils, l'affaire Franciso. Désormais, l'un des garçons avait juste été écrasé et laissé comme tel, avec ses habits non modifiés, non altérés. Mais l'autre avait été, sa culotte avait été légèrement descendue, très clairement, post-mortem. Et donc, de ce fait, on a une connotation sexuelle. Ça peut se suffire à cela. Giraud, dans son ouvrage Profiling the Criminal Mind, nous parle du tueur sadique, avec 4 facteurs. Les mutilations portées sur les parties génitales, l'humiliation de la victime, l'organisation de l'auteur en ce qui concerne le sadisme, et l'environnement sélectionné a priori propice pour le rapt, le piège, le guet-apens, et des choses du genre. Bon. Oui, oui. Là, c'est les stratégies. C'est les stratégies, effectivement, pour isoler la victime et faire toute une série de choses qu'il a envie de faire dans cet endroit isolé. Voilà. Mais ça démarre quasiment toujours par l'isolement de sa victime dans un lieu à haut risque pour elle. Soit qu'on l'enlève, soit qu'on l'attire dans un lieu, parce qu'on a déjà prévu de lui donner rendez-vous dans un lieu isolé, des choses comme ça. Alors les tueurs en série commettent à 99% des actes criminels sexuels. Je serais moins catégorique que M. Dieu sur le sujet. Disons qu'il y a sans doute une connotation sexuelle minimale dans la plupart des actes de crime en série. Mais de là à dire que ce sont des actes criminels sexuels, qui peuvent donc être suffisamment composés de la donnée sexuelle pour en donner un acte sexuel, là, je ne pense pas, sincèrement. Je pense qu'il y a en tout cas, que la notion de pouvoir en tout cas peut prendre une place bien plus importante que l'histoire du sexe en l'occurrence. Monsieur Proulx, enfin en tout cas, disons, retenez dans cette histoire-là que c'est plus de 80% peut-être. Voilà. C'est vrai que la grande majorité des tueurs en série ont au moins une forme de connotation sexuelle dans leur crime, ça c'est sûr. Quant à Proulx, donc, qui est un criminologue québécois, 20% donc, des crimes sexuels sont perpétués par des tueurs en série. C'est une autre façon de voir. C'est que parmi les crimes sexuels adaptés, c'est vrai qu'il y a une... Et 20%, excusez-moi, c'est quand même pas rien. C'est presque un quart. C'est presque un quart. On ne dise pas que les tueurs en série ou les crimes sexuels en série n'existent pas. Les crimes sexuels sont à 40% diagnostiqués sadiques sexuels. Oui, sans l'outil donc DSM-4, le manuel statistique, diagnostic, psychiatrique. Ça aussi c'est important. 40% diagnostiqués sadiques sexuels. Mais dans 40%, c'est pas 80%. Il peut y avoir d'autres formes peut-être de perversion, mais enfin, c'est pas la majorité des cas. Sadique, c'est forcément organisé. C'est tortionnaire. C'est séquestrateur. C'est celui qui aime prendre son temps avec sa victime avant. Les sadiques représentent la seconde partie des criminels sexuels du manuel de qualification du crime du FBI après les violeurs. Tueurs, évidemment. Voilà. La deuxième partie des crimes sexuels. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, le sadisme est vraiment une donnée importante. On veut faire mal à sa victime. Ces criminels sexuels sériels font partie des catégories les plus rares de criminels. C'est-à-dire que c'est grand paradoxe. Autant, vous avez, on l'a dit, 20% des criminels sexuels qui sont perpétués par les tueurs en série, eh bien seulement, c'est sans doute l'une des catégories, sinon la catégorie la moins fréquente des criminels, en tout cas des tueurs. C'est vrai que quand on aborde le sujet, on se dit, mais à quoi bon en parler, puisque c'est finalement une minorité. Le problème, c'est que, justement, il est sous-estimé, alors qu'il peut commettre un grand ravage, mais surtout, il est en lien, de manière hybride, avec d'autres catégories qu'on
voilà, on sous-estime normalement dont le terrorisme. Alors, souvent on dit qu'il y aurait un trouble dissociatif, c'est-à-dire les schizophrènes par exemple, du style Dr Jekyll, Mr Hyde, pour expliquer justement le côté loup-garou tout d'un coup, et puis revient totalement à l'anormal. On a l'impression d'avoir double personnalité en quelque sorte. Mais sachez que c'est extrêmement rare. La vérité, c'est que la plupart des tueurs en série sont contrôlés, donc ils sont organisés en fait, hein, en plus de même 3/4 des cas, même plus sans doute. Et donc, ils masquent, je crois que le mot est bien trouvé, hein, ils masquent eux-mêmes leur anormalité. Et donc, ont appris à jouer un rôle. C'est pas le masque de la justice. Bien sûr, et aussi la détection des proches. Mais On ne peut pas parler de masque, on peut pas parler de masque de santé mentale comme le Keckley. Alors, santé mentale, oui, masque de santé mentale. Oui, effectivement, il y a un lien évident, oui, c'est sûr. C'est plus restrictif pour moi, santé mentale, forcément. Alors que normalité, ben voilà, c'est monsieur tout le monde, hein, on comprend quelle que soit sa santé mentale. On peut voir des gens un peu dépressifs, un petit peu névrotiques, un petit peu colériques, un peu impatients, des troubles du comportement, même. De là à dire qu'ils se mettent tueurs en série, non, vous voyez, on n'est pas, voilà, une normalité, voilà, c'est vraiment, ils ne se détectent pas, pour la plupart d'entre eux, de manière évidente pour le commun des mortels au quotidien. c'est comme Guy Georges, par exemple, qui a comme une double personnalité. Et c'est vrai qu'après analyse psychiatrique, ils avaient du mal à déceler parce que c'est quelqu'un qui est responsable pénalement déjà, même s'il est psychopathe au 100%. Mais à cette double personnalité, ça veut dire qu'elle approche ses victimes. Guy Georges, par exemple, ce n'est plus lui. Il ne sait même pas les distinguer. Alors justement, Paula, je vais me permettre de vous arrêter. Je viens de dire qu'il n'y avait pas la plupart du temps de double personnalité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une double personnalité, mais en réalité, il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui sait maîtriser la plupart du temps. Et c'est tellement vrai que quand vous avez en fait un dragueur, on va parler comme ça tout simplement, imaginons un tueur en série qui a une approche de sa victime assez charmante, portant assistance par exemple, se faisant serviable. Donc imaginons un dragueur tel que vous pouvez l'imaginer, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la double personnalité là. C'est-à-dire qu'au moment où il approche la victime, il est au contraire calculateur et manipulateur, avec un objectif très clair. Bon. Et donc, au moment où il devient le violeur, où il devient peut-être même le tueur sexuel au pire, il aime ça. Il aime ça. Très clairement, il a tout loisir de faire ça. Donc c'est juste dire hein, que souvent, c'est la facilité.